On peut y aller? Eh bien, allons-y. On me fait signe que le compteur tourne et qu'on y va. Donc, je me présente. Je m'appelle Charlotte. Je travaille chez Mocha.care. Je suis en charge de toutes les relations avec nos clients. Nous soutenons, nous prenons soin de 120 entreprises aujourd'hui en France et avec des équipes dans le monde entier. On prend soin de leur santé mentale au travers de nos discussions avec les DRH que nous accompagnons, on se rend bien compte que l'éco-anxiété est une thématique qui est importante dans les entreprises aujourd'hui. Et on a décidé d'inviter Pierre-Éric et Antoine pour nous en parler de manière encore plus experte. Je les ai rencontrés la semaine dernière. C'était extraordinaire et extrêmement riche. Du coup, je vais me permettre de les interviewer. Donc, Pierre-Éric, pour le présenter, est psychologue du travail depuis 1992 et psychothérapeute, et il est spécialisé dans l'éco-anxiété. Il conseille des chefs d'entreprise, des équipes RH dans des contextes publics et privés, et il prend en charge des patients éco-anxieux. Et puis Antoine Poincaré, qui a créé l'école du climat, donc la Climate School, chez AXA, il y a un peu plus de 2 ans. Ma première question pour vous deux, peut-être d'abord pour Pierre-Éric, c'est finalement l'éco-anxiété, c'est quoi? Et puis, quels sont les impacts sur les individus et sur les entreprises? Pierre-Éric, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Charlotte pour cette rapide présentation. Alors, je dirais ce que je dis régulièrement à mes clients, mes patients et aux médias, c'est que l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie, mais attention, ça peut rendre gravement malade. Alors pourquoi ce n'est pas une maladie? Parce que même si le mot anxiété laisse sous-entendre des manifestations anxieuses, ce n'est pas parce qu'on a des manifestations anxieuses qu'on est pour autant dans un trouble anxieux. Un trouble anxieux généralisé, comme on dit dans le jargon. Mais pourquoi ça peut rendre malade? Parce que c'est un mal-être, ça c'est sûr, donc qui déséquilibre l'alchimie de la santé mentale, qui, s'il perdure et s'il s'intensifie, peut déboucher sur des psychopathologies, comme par exemple la dépression. Et en général, c'est une dépression réactionnelle parce que les éco-anxieux n'ont pas de terrain de, entre guillemets, fragilité psychologique ou psychique antécédemment à leur éco-anxiété. Voilà ce qu'on peut dire sur l'éco-anxiété. Quand même un point important sur lequel on reviendra, c'est que ça touche quand même déjà 2,5 millions de personnes et que si ça perdure et si ça s'intensifie, ça va devenir un problème de santé mentale et de santé publique. Charlotte, t'es sur mute. Ce qui, quand tu es animatrice, est une faute professionnelle presque. Tu nous disais, Pierre-Éric, que 2,5 millions, c'était le nombre d'éco-anxieux déjà diagnostiqués qui avaient besoin de soutien, mais qu'on pouvait imaginer que la vague était beaucoup plus importante si on prend en compte tous les écolucides qui sont anxieux, stressés à un certain point, jusqu'à un certain point sur ce sujet. Tout à fait. En fait, ce chiffre de 2,5 millions d'éco-anxieux, il faut préciser un point, c'est que c'est des 2,5 millions d'éco-anxieux en situation de devoir consulter un psychothérapeute. Comment on sait ce chiffre? Tout simplement parce que l'observatoire que je dirige, qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse, a fait une étude sur un échantillon représentatif de 1600 Français et que par extrapolation en fonction des scores, on a vu que ceux qui étaient les plus atteints, entre guillemets, en termes de score d'éco-anxiété, avaient le même niveau d'éco-anxiété, c'était les 5 derniers pourcents, que mes patients qui viennent me voir lors d'une première séance pour soulager leur éco-anxiété. Donc ça veut dire que ces personnes, ces 2,5 millions de Français, sont des gens qui potentiellement devraient aller voir un psychothérapeute pour aller mieux et ne pas basculer justement dans quelque chose qui va affecter leur santé mentale. Donc ça veut dire qu'en amont, il y a beaucoup plus d'éco-lucides, comme tu les appelles. Moi, je préfère parler d'éco-clairvoyants. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un score assez élevé d'éco-anxiété, mais si son score de bien-être est élevé, on n'est plus éco-anxieux au mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans la logique de mal-être, en fait, qui détermine cette atteinte à la santé mentale. Et on peut, alors soit parce qu'on est en train déjà de baisser dans son score d'éco-anxiété qui affecte la santé mentale, ou soit on est en train de monter vers un score d'éco-anxiété fort qui va affecter la santé mentale. Donc, il y a une zone encore que les recherches scientifiques vont sans doute dans les années à venir éclairer, mais qui montre qu'il y a un moment où on monte et on descend. Et là, on ne sait pas encore très bien quelle est cette zone et le nombre de personnes concernées. Donc, Pierre-Éric, ça concerne beaucoup de gens. Il y a des niveaux différents, des degrés d'éco-anxiété qui sont
différents. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui pourraient être un peu méfiants et se dire que c'est une maladie de jeunes? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, que c'est surtout pas ça, ça concerne tout le monde. Juste pour donner un exemple rapide, moi en tant que psychothérapeute, et c'est une stat qui est nationale, en général, c'est surtout des personnes assez matures, c'est-à-dire 30-40 ans qui viennent consulter, voire 50 ans, et c'est surtout des femmes. En fait, ce qui est très caractéristique dans l'éco-anxiété, c'est que c'est à parité, c'est-à-dire que c'est pas une maladie de femme ou d'homme, hein, ou un mal-être d'homme ou de femme. Et ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ça qui est intéressant, enfin d'âge, pardon, et socio-professionnelles. La seule caractéristique qui différencie les éco-anxieux, c'est qu'ils ont un niveau de diplôme très élevé. Donc c'est ni une maladie de jeune, ni une maladie d'homme ou de femme, et ça concerne tout le monde, donc, mais c'est quand même des patients qui ont un niveau élevé de diplôme, parce que ce que j'ai constaté, pour l'avoir essayé moi-même, avoir essayé cet exercice, c'est de lire les 4000 pages du rapport du GIEC. Il faut avoir une sacrée comprenette pour les comprendre. Et ça, c'est ce qui caractérise les éco-anxieux, c'est que, en tout cas, ceux qui viennent me consulter, et comme l'a confirmé notre étude nationale, ils ont un niveau d'abstraction très élevé. Ok, merci beaucoup Pierrick. Antoine, avec les équipes que tu as qui sont en première ligne, est-ce que tu constates cette éco-anxiété aussi de là où tu es? Peut-être qu'on l'amplifie, parce que nous, notre métier, c'est d'essayer de prendre les 4000 pages du rapport du GIEC, que surtout, il ne faut pas lire, les amis. Hein. C'est comme une bibliographie d'un rapport Wikipédia, c'est pas fait pour être lu, les 4000 pages. Déjà, il y a des versions de 40 pages, et déjà, celles-là, il faut s'accrocher pour bien les comprendre quand on veut vraiment rentrer dedans. Ouais, nous, on le constate un peu parce que notre métier, c'est d'essayer de rendre cette crise climatique plus compréhensible par les gens. Alors, nous, on le fait dans les entreprises, donc on vient essayer d'expliquer aux gens ce qui est en train de se passer, pourquoi il faut agir. Et alors, c'est pas nous, on s'en fiche, hein, mais tu peux avoir presque une responsabilité des médias. C'est-à-dire, plus tu racontes ce qui est en train de se passer, plus tu es un peu froid sur la réalité, plus tu mets les gens face à cette difficulté-là. Et en même temps, on ne va pas casser le thermomètre pour se dire qu'on n'a pas de fièvre. Donc, bien sûr, on le voit dans les boîtes. Nous, le défi qu'on voit dans les boîtes qui est intéressant, c'est que les premiers qui se jettent sur nos formations sont souvent des gens qui souffrent, alors je ne sais pas s'ils sont tous dans la catégorie clinique de l'éco-anxiété, mais à minima d'une espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'ils ont un travail, ils ont un niveau de vie, ils font des choses qui émettent, ils ont envie de faire moins. Et donc le fait de leur proposer au sein de leur cadre professionnel un truc qui dit voilà ce qu'on a compris, voilà ce qu'il faut comprendre, voilà comment vous pouvez agir dans le cadre de votre métier, selon votre métier, ça les aide beaucoup. En tout cas, ça apporte une première réponse. C'est de se dire, OK, on va pouvoir faire des choses. Alors Antoine, je te coupe juste, gardons juste un moment, on parlera juste après de qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'entreprise, notamment pour lutter contre cette éco-anxiété. Juste avant, j'ai une dernière question pour toi sur ce sujet, c'est en quoi est-ce que c'est la responsabilité des entreprises finalement d'agir contre l'éco-anxiété? On pourrait se dire que c'est un mal-être individuel, personnel. En quoi c'est la responsabilité des entreprises? Alors, il y a deux réponses. Il y en a une qui peut être quasi non éthique, mais financière, qui est de dire que si on se retrouve dans la situation que décrit Pierre-Éric, c'est-à-dire d'état de stress qui peut déclencher derrière des maladies professionnelles, les boîtes ont assez envie de minimiser ce risque-là, parce que derrière, ça fait des gens en arrêt maladie quand on parle de leurs propres salariés. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que ce n'est pas un choc exogène, le changement climatique. Je veux dire, la cause qui fait qu'on est éco-anxieux, c'est qu'on est collectivement en tant qu'humanité en train de polluer beaucoup. Et donc, il y a une espèce de responsabilité des boîtes, des États, des sociétés humaines, quelles qu'elles soient et quelle que soit la forme qu'elles prennent, d'essayer de corriger ce truc-là. Parce qu'en attendant, à chaque fois que je vais faire à peu près n'importe quoi, me nourrir, me déplacer, consommer, je vais un peu contribuer à tout ça. Donc, j'ai assez envie que la boucle se reboucle. Pierre-Éric et Antoine, d'ailleurs, ensuite, si tu veux, finalement, on pourrait considérer que l'éco-anxieux à ces divers degrés d'anxiété, il peut être une source de force pour l'entreprise. Pierre-Éric, est-ce que tu l'as constaté finalement dans tes recherches et dans tes interactions? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je les appelle éco-clairvoyants, c'est que les éco-anxieux ont cette capacité de voir longtemps à l'avance les signaux avant-coureurs de futures problématiques, voire catastrophes à venir. Je donne l'exemple, par exemple, souvent de la crise de l'énergie qu'on est en train de vivre, qui pour moi est une répétition générale
d'une crise énergétique à venir qui sera beaucoup plus douloureuse quand viendra à manquer le gaz pour des raisons non pas géopolitiques, mais le gaz ou d'ailleurs le pétrole, mais pour des raisons tout simplement de réserve énergétique, puisque le gaz et le pétrole sont des énergies non renouvelables, contrairement aux bancs de poissons qui nourrissent nos assiettes et qui peuplent les mers. Et les éco-anxieux sont des gens qui ont prévu ces choses-là, puisqu'ils savent depuis très longtemps, depuis 50 ans qu'on en parle, puisqu'ils lisent justement, eux, les 4000 pages du rapport du GIEC, ils lisent aussi des études scientifiques, c'est pour ça c'est ce qui fait qu'ils ont des fortes capacités d'abstraction, c'est parce qu'ils ont des fortes capacités d'abstraction, qu'ils lisent ces rapports-là, et qu'ils sont aussi clairvoyants que cela. C'est pour ça qu'ils sont très importants, les éco-anxieux, c'est parce qu'ils peuvent voir à l'avance des choses qui vont nous arriver, comme on va le voir cet hiver, c'est-à-dire des coupures et ce qu'on appelle des micro-effondrements. Qu'est-ce que c'est qu'un effondrement ? C'est la capacité pour une société, enfin plus exactement, le fait qu'une société ne puisse plus rendre les services qu'elle rendait précédemment. Une coupure d'électricité de 2 heures, même si elle ne concerne pas tout le monde, c'est déjà un micro-effondrement. Et c'est annonciateur d'effondrements qui vont venir si on continue de vivre sur notre mode de fonctionnement actuel. Ça ne veut pas dire tout va s'effondrer du jour au lendemain, comme si les rideaux d'un théâtre se baissaient. C'est que si on continue de fonctionner comme Antoine l'a dit, c'est-à-dire prendre l'avion à tire-larigot, à polluer la planète, là, on a des risques. C'est le scénario business as usual, comme le disent les scientifiques. C'est-à-dire que si on ne change rien, notre façon de faire, ça va aller de mal en pis. Donc, en ce sens-là, les éco-anxieux sont éco-clairvoyants parce qu'ils permettent de dire aux entreprises, attention, si vous continuez à faire votre business comme d'habitude, business as usual, vous allez aller dans le mur. Donc, les éco-anxieux sont ce que j'appelle des éco-ambassadeurs de la transition écologique à conduire dans tous les niveaux de la société, pas seulement au niveau sociétal ou individuel, mais aussi au niveau des entreprises qui sont entre l'individuel et le sociétal. Et là, les éco-anxieux, en étant éco-ambassadeurs, peuvent accélérer, puisqu'ils sont très informés et très conscients des problèmes qui sont en train d'arriver, peuvent informer les dirigeants d'entreprise et leurs managers sur les tournants à prendre et les changements à réaliser dans le business du day-to-day, le business day-to-day des entreprises. Voilà, pourquoi, pour moi, c'est important de prendre en compte les éco-anxieux comme des éco-ambassadeurs de la transition énergétique, parce qu'ils ont d'excellentes idées, ils sont intelligents, créatifs, et ils ont d'excellentes idées pour permettre aux entreprises de réaliser cette transition énergétique et passer d'une politique RSE qui n'est plus greenwashing, mais qui est green acting, pour de vrai, pour de bon et de façon authentique. En 2 mots, dans les boîtes, un endroit où tu vas trouver une concentration d'éco-anxieux probablement un peu plus élevée que la moyenne, c'est collectif de collaborateurs engagés. Donc chez AXA, ça s'appelle AXA pour le climat, chez EDF, ça s'appelle Rhizome, je crois qu'au BCG, ça s'appelle Go Green. Enfin, c'est des groupes très informels, souvent, qui vont se réunir à l'heure du déj, qui ont une communauté Teams, quelque chose, et qui vont échanger sur des choses qui sont intéressantes parce qu'elles sont à la frontière du privé et du pro. Parfois, ils vont parler de l'engagement de la boîte, d'un truc qu'il a fait pas fait, et puis parfois, ils vont parler de bonnes pratiques un peu quotidiennes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment les boîtes, là, au moment où elles doivent activer leur plan de sobriété, à nouveau, dans la démarche que décrivait Pierre, qui est vraiment de répétition générale, mais là, maintenant, tout de suite, il faut réduire, à quel point ces gens sont des ambassadeurs. Si tu n'as pas ces gens-là, si tu n'as pas établi une connexion avec eux le jour où tu annonces, vous allez rire, mais on passe tous les chauffages à 18, bah forcément, tu as un mouvement de recul de tout le monde. Si dans chaque petite boîte, dans chaque équipe, dans chaque endroit, dans chaque étage, tu as quelqu'un qui dit « Bah ouais, je sais, ça fait des années que je dis qu'il faut le faire, c'est important. Et d'ailleurs, on s'est réunis, on a pensé qu'on va vous aider. » C'est hyper puissant pour les boîtes. Donc, tu as aussi un canal de communication pour décliner tes plans d'action quand il va falloir y aller, quand il va falloir y aller dans le dur, qui est très puissant si, en tant que boîte, tu as établi des connexions avec ces gens-là. Merci à vous deux. Donc, je retiens 2,5 millions, probablement beaucoup plus, des éco-anxieux à des niveaux et des degrés d'impact sur eux-mêmes qui sont différents, une ressource et un potentiel dans les entreprises et probablement une présence dans chacune des entreprises autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les protéger, ces éco-anxieux, les protéger du burn-out et puis finalement maximiser leur impact positif sur l'entreprise. Antoine, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis plein de questions dans le chat. Il y a Héloïse qui dit « J'ai démissionné ». Alors, oui, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on fait Bifurquer, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Les bifurqueurs, les déserteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, à mon tout petit niveau, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. C'est extrêmement égoïste, mais moi, c'est aussi un peu ma manière de gérer avec cette complexité-là. C'est-à-dire, tant que je me plonge dans essayer de comprendre
des mécanismes qui sont parfois économiques, parfois politiques, parfois purement scientifiques. Ça marche comment la planète Terre, ça se régule comment les systèmes. Tu as l'impression que déjà, tu es un peu moins. Tu t'enlèves une espèce d'anxiété qui est due à l'incompréhension complète. Alors ça peut en générer d'autres, hein, qui sont la taille de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Mais donc nous, on essaye de faire beaucoup ça, et on pense que la formation, ça peut être déjà une première étape qui aide à faire ça, et qui aide les gens et je rebondis pardon sur le chat aussi, à formuler leur peur de manière un peu plus cohérente auprès des autres aussi. Parce qu'il y avait Louis-Augustin qui disait on est très stigmatisé dans les boîtes. Je comprends. Ça doit arriver. Plus on va être capable de parler aux autres et plus on va être capable de prouver ce qu'on raconte et de dire mais regarde, viens avec moi dans ce truc-là, il faut tous qu'on s'y mette, plus je pense qu'on peut éviter de lutter contre ça. Oui, je voudrais rebondir je peux contribuer. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Héloïse. Elle a bifurqué, elle n'a pas déserté. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un employeur qui était en conformité avec ses valeurs. En fait, on a tous un pouvoir extraordinaire, c'est de prendre des décisions pour soi et par soi-même. Parce que le sens de notre existence, il ne vaut que pour nous-mêmes. Personne d'autre que nous-mêmes peut trouver le sens de son existence, et donc le sens professionnel de son travail. Et là, c'est très important qu'on puisse se dire, j'ai le pouvoir de choisir un employeur qui sera plus en conformité avec mes valeurs. Ce que semble avoir fait Héloïse, puisqu'elle le dit dans le chat, elle a été s'orienter vers une entreprise à impact qui va donc mieux comprendre les enjeux écologiques et donc mieux comprendre son éco-anxiété. Et un point qui est très important, et ça, je suis en train de créer une association qui s'appelle la Maison des éco-anxieux, c'est aussi que les éco-anxieux se rencontrent entre eux et qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas seuls. 2,5 millions, c'est énorme, ils ne savent pas où ils sont les uns et les autres. C'est très important pour un employeur, en tout cas, de reconnaître que les éco-anxieux sont là et qu'ils sont non seulement isolés, parce qu'effectivement, ils sont souvent décriés, comme l'a indiqué quelqu'un d'autre dans le chat, c'est-à-dire qu'ils sont décriés, dénigrés même parfois, parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond, comme le disait Antoine. C'est-à-dire qu'ils disent, bah voilà, ça serait bien qu'on arrête les gobelets, ça serait bien qu'on mette l'option mug sur la machine à café, ça serait bien qu'on trie nos déchets, qu'on fasse pas semblant, etc., etc. Ou qu'on passe à 18 degrés, effectivement, en anticipant la crise climatique, comme la crise énergétique, comme le disait Antoine. Donc voilà, à mon avis, un employeur responsable qui fait une RSE, mais même s'il n'en fait pas, s'il veut fidéliser tout simplement ses ressources, sachant quand même que je l'ai dit, hein, les éco-anxieux, ils ont top diplôme. Donc c'est les futurs managers de demain, dirigeants de l'entreprise, pour certains. Hein, parce qu'on l'a vu avec justement la grande bifurcation des ingénieurs agroparitech. Voilà, c'est les futurs dirigeants des entreprises de demain. Donc si les entreprises n'ont pas d'organigramme de remplacement, je ne sais pas comment elles vont faire pour diriger l'entreprise. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Je reviens juste sur Antoine. Donc, première étape, formation. Si je suis dans une entreprise de service, on n'a pas d'impact particulier sur l'environnement, enfin, pas plus négatif que ça finalement. En quoi est-ce que c'est quand même... pourquoi est-ce que je devrais former mes salariés sur le climat, alors que ça pourrait avoir l'air d'être un tout petit peu hors sujet? Alors d'abord parce qu'on ne se rend pas bien compte de l'ampleur de la tâche pour passer à une espèce de neutralité carbone planétaire. On parle de réduire de 80% de nos émissions. Donc en fait, même quand tu es juste une petite boîte, on n'est pas si différents. Toi et moi, on est une petite boîte, on doit être une centaine à peu près. On bosse à peu près en ligne. On n'a pas l'impression effectivement de cramer du pétrole en se réveillant le matin. Tu as une logique de déplacement professionnel. Il faut te poser la question de ce que tu fais manger à tes collaborateurs. Il faut te poser la question de comment tes collaborateurs viennent au travail. Et ça, blague à part, dans la comptabilité carbone telle qu'elle est mesurée, c'est mesuré. Ça remonte dans l'empreinte carbone de ta boîte. Donc déjà, tu peux commencer à regarder ça. Et puis, ces éco-anxieux, là, ces fameux gens super qui vont être super diplômés, qui ont envie de bosser, tu peux quand même te dire qu'à un moment, ils ne vont pas avoir envie d'être une boîte qui fait juste pas du mal. Ils vont avoir envie d'être dans une boîte qui contribue à la solution. Donc, il y a même un peu une espèce d'opportunité manquée. Tu vois, quand tu es une boîte dans la santé mentale, tu pourrais dire, mais je ne regarde même pas les éco-anxiété, finalement, c'est un petit problème, j'ai des sujets plus graves de burn-out qui en volume sont plus gros. Bah ouais, mais assez naturellement, tu y viens à ce sujet-là, parce que c'est massif, parce que les gens ont envie d'en parler. Donc, il y a aussi une espèce d'opportunité à y aller, mais évidemment que c'est moins profond comme changement de business model quand tu es Mocaker que quand tu es Total ou Air France, je te l'accorde, hein, mais c'est pas pour autant que tu peux complètement laisser passer le problème. Ok, je peux réagir, Charlotte.
Il y a un point qui est quand même important. Antoine sous-entend que le burn-out est plus important que l'éco-anxiété, c'est archi faux. J'ai été hier en audition au Conseil économique, social et environnemental et j'ai présenté évidemment un sujet sur l'éco-anxiété, comme il me le demandait à la commission travail et santé. J'ai repris les statistiques nationales de l'Institut de veille sanitaire. Il y aurait 480 000 personnes en souffrance psychique en France. Un cinquième seulement des éco-anxieux. Et seulement sur ces 480 000 concernés par le burn-out, c'est 70 000 seulement. Donc non, le burn-out c'est important, mais c'est bien moins important quantitativement que l'éco-anxiété. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'éco-anxiété va devenir un risque psychosocial. Puisque, comme vient de le dire Antoine, si jamais l'employeur... j'ai un patient qui a vécu ça, donc c'est quelque chose qui veut dire que ça peut être couvert par l'article 41-21 du Code du travail, donc qui protège la santé des travailleurs. S'il y a un employé à sa santé abîmée pour un sujet environnemental, il peut se retourner contre son employeur parce que son employeur n'a pas protégé sa santé. Je vous donne le cas, il est très intéressant. C'est un salarié qui fait des études et notamment son employeur lui demande de faire une étude sur le climat. Et en faisant cette étude sur le climat, le salarié se rend compte de l'impact des entreprises sur le climat, et notamment de la sienne, et fait une dépression. Ben là, au titre de l'article 41-21 du Code du travail, l'employeur est responsable, co-responsable de la dépression. Bien évidemment, il y a une partie de la responsabilité de l'individu, mais il est co-responsable parce qu'il lui a confié cette mission. C'est comme l'amiante. Avant, on ne savait pas que l'amiante, ça faisait des trous dans les poumons des salariés. Puis un jour, il y a eu des procès, et les employeurs ont dû réparer les dégâts alors qu'ils ne savaient pas. Donc, ce n'est pas l'ignorance, qui est toujours la merde de tous les vices, ça on le sait bien, qui va être une excuse pour ne pas s'occuper de l'éco-anxiété. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit aussi Antoine, c'est-à-dire que la formation, elle est hyper importante, et il y a un truc qui est très important, c'est pour faire des prises de conscience. Et les fresques du climat sont extraordinaires pour faire prendre ces prises de conscience qu'on a un petit problème avec le climat. Ce n'est pas juste une information déconnectée de notre quotidien, c'est-à-dire que chacun de nos gestes peuvent malheureusement être mortifères, non pas pour la planète, parce que la planète s'en sortira, mais pour l'humanité. C'est-à-dire que les entreprises ont un rôle à jouer. Imaginez, par exemple, une grande entreprise de soda, que je ne citerai pas, qui crée beaucoup de mortalité avec l'obésité aux États-Unis. Si elle décidait de plus vendre ses sodas par des bouteilles en plastique, c'est la première entreprise pollueuse au monde qui rejette des gobelets, enfin des emballages en plastique dans la mer, si elle décidait de les faire en verre, et si elle décidait de mettre des fruits naturels à la place de ces sodas qui sont mortifères, elle ferait beaucoup plus de bien et à la planète et à l'humanité. Et le problème, c'est que les entreprises, comme l'a dit le Shift Project et le cabinet Carbon 4 qui est présidé par Jean Covici, c'est que les entreprises sont 66% du problème. Mais elles peuvent devenir 66% de la solution si elles se mettent à ne plus faire des externalités négatives, c'est-à-dire de la pollution ou des atteintes à l'environnement, mais en faisant exactement le contraire. C'est-à-dire en disant on continue de faire du business, mais en prenant en compte l'environnement, en le mettant au cœur de notre business, comme ce qui s'est passé il y a 25 ans avec le numérique. Au début, les gens disaient est-ce qu'on va vers le numérique? Ils ont hésité. Puis aujourd'hui, c'est incontournable de mettre le numérique au cœur du business. Et bien moi, je prédis que dès demain, c'est-à-dire d'ici 5 à 10 ans, toutes les entreprises vont mettre l'écologie au cœur du business parce qu'elles ne pourront pas faire autrement. Sinon, elles ne pourront plus s'alimenter en gaz, en pétrole ou en énergie. Charlotte va nous tuer, mais tant pis, je rebondis sur toi. Vas-y, Antoine. Deux mini-trucs. L'étude que vient de citer Pierre-Éric, elle s'appelle Faire sa part, elle est par Carbone 4, j'en profite pour saluer César Dugas qui l'a écrit, elle est vraiment très bien. Il y a plein de trucs à lire, lisez-la, ça décrit ce qu'on fait pas, ce qui est de l'ordre du collectif, ce qui est de l'ordre de l'individuel, c'est canonissime. Le deuxième truc, c'est ces fresques du climat, il y en a plein partout, c'est génial. N'oubliez pas que pour la raison que vient mentionner Pierre-Éric, ça a le potentiel de donner des claques écologiques à un certain nombre de gens. Donc c'est formidable parce que ça fait basculer des gens. Mais il y a aussi plein de gens qui sortent de cet atelier de 3 heures dans des états de détresse psychologique. À nouveau, je ne suis pas clinicien, donc je ne les caractériserai pas, mais qui sont élevés. Et donc quand on est une boîte qui en fait beaucoup comme ça, il faut penser l'après aussi. L'après dans comment ma boîte se réconcilie, exactement ce que tu viens de décrire, avec cet état de fait que j'ai décrit, mais même un après beaucoup plus immédiat, comment mon collègue X, il sort de là et il s'en sort et il va déjeuner, il peut débriefer ce qu'il a vécu. C'est pas neutre comme expérience, la fresque, pour certaines personnes. Et là, Moka Poincaré est là pour accueillir les collaborateurs qui en ressentiraient le besoin. Antoine, merci. Du coup, tu nous dis, pour aider les éco-anxieux, on forme de manière un peu générique sur le climat et on forme de manière un peu plus actionnable au sein des entreprises pour qu'elles définissent elles-mêmes les actions à mettre en œuvre.
Ouais, alors c'est ce qu'on essaye de faire parce que ce qu'a décrit Pierre-Éric qui est très vrai, c'est-à-dire la nécessité pour les boîtes aujourd'hui de se réencastrer dans les limites planétaires et donc de penser leur business model au sein d'une contrainte qui est l'environnement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Hein. L'environnement est un truc qu'on met à côté de son business. C'est vrai, mais c'est compliqué. C'est-à-dire le fait de dire les boîtes doivent changer de business model, on n'a pas la recette aujourd'hui. C'est dur. Alors, il y a toujours quelques exemples qu'on cite. Vous prenez un Decathlon qui passe d'un mode de production où ils vous vendent à un mode où ils vous louent et ils ont intérêt à penser la durabilité du produit. C'est super, mais on ne peut pas claquer des doigts et faire basculer tous les business models. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, il y a un intérêt, on trouve, nous, à investir dans la capacité de vos collaborateurs à essayer de passer à l'action déjà à leur petite échelle. Ça ne va pas régler tout le problème. Tant que vous n'avez pas touché au business model, vous n'êtes pas allé au bout de l'exercice, mais il va se passer des choses. Et donc, nous, on essaye de s'attacher à dire, d'accord, ça change quoi pour un informaticien? Ça change quoi pour un marketeur? Ça change quoi pour quelqu'un qui travaille à la communication? Ça change quoi pour quelqu'un qui travaille au département financier? Et à chaque fois, c'est des choses très différentes. Le département financier, ça va être beaucoup autour de la régulation. Les développeurs, ils vont devoir penser la sobriété énergétique de leur code. Les communicants, ça va être une vraie question sur qu'est-ce que je mets en avant dans mon produit, comment je ne fais pas de greenwashing. Et donc, en fait, chaque métier va prendre le problème un peu différemment selon sa boîte et selon son métier. Et c'est ça qu'on essaie de faire, leur donner des clés pour commencer à mettre en place des grands chantiers, des grandes lignes de travail. Et il y a un des métiers qui touche fort à l'éco-anxiété, et on en parle, c'est évidemment les métiers des RH. Alors, ça touche à l'éco-anxiété, mais ça touche aussi à un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi les conséquences physiques du changement climatique sur quelqu'un qui est RH aujourd'hui. Comment je fais? C'est quoi les règles qui font que je peux aller bosser en France quand il fait 45 ou 50 degrés? Et je te parle de France, mais ça peut être l'Inde, ça peut être partout dans le monde. Comment c'est traduit dans mon contrat? Si tu es une boîte comme Eiffage ou Bouygues, tu l'as probablement depuis toujours, puisque l'été, des gens sur les chantiers vont travailler plus tôt, font des pauses plus grandes, enfin, on prend en compte. Quand tu travailles chez AXA, BNP Paribas ou Michelin, quand tu es dans des professions de bureau, c'est souvent pas traduit. Il faut se poser cette question-là. Conséquences physiques sur notre capacité. Puis alors après, tu as une boucle retour et après, j'arrête, promis. Conséquences physiques, il vient de sortir une super étude qui montrait que le sommeil humain s'adapte très mal au changement de température. Et donc, ISO conditions, on estime qu'en moyenne, l'intégralité de l'humanité perd, sur le chemin de réchauffement actuel, perd 10 minutes de sommeil par jour en moyenne pour tout le monde. La vérité, c'est que cette moyenne, elle ne dit pas grand-chose. Elle ne dit pas que là où on va moins dormir, c'est l'été. Donc, c'est des nuits très courtes qui te mettent en état de stress. Et ça ne dit pas non plus que ça touche en priorité les femmes et les personnes âgées. Et donc, quand tu regardes sur ces populations-là, tu as un impact qui est vraiment réel et qui est une espèce de, en climatologie, on appelle ça une boucle de rétroaction positive. Tu es stressé, la situation climatique se dégrade, tu dors moins, tu es plus stressé et ça s'enchaîne et tu renforces le truc. Donc, pardon, c'est une très longue réponse, mais ouais, faut comprendre ce qui se passe, il faut essayer d'agir à son niveau. Exactement. Donc, ça, c'est 2 premiers leviers pour aider les éco-anxieux. Ensuite, il y en a un troisième qui est autour de l'engagement. L'engagement à titre individuel, l'engagement à titre collectif. Comment est-ce que l'entreprise peut générer, sponsoriser, favoriser cet engagement-là qui permet de lutter aussi contre les effets négatifs de l'éco-anxiété? Alors, très lié à ce que Pierre-Éric a dit, il y a une espèce de réflexe safe place. C'est bien d'être dans un endroit où les gens se comprennent, parlent un peu le même langage. Et c'est ça que souvent, je pense qu'on va aller chercher avec l'engagement, au-delà de l'impact un peu positif. C'est une espèce de truc un peu social. Il y a des boîtes qui peuvent dire c'est complètement en dehors de mon domaine. C'est des gens qui doivent faire ça sur leur temps libre le week-end. Il y en a même qui commencent à libérer du temps. Il y a une super boîte qui s'appelle Vendredi qui fait ça, qui fait que une boîte te donne du temps libre pour aller. Alors historiquement, c'était beaucoup pour des choses sociales. Tu pouvais aller faire des distributions de repas à la Croix-Rouge, des choses comme ça. De plus en plus, il y a des causes environnementales. Nous, on a fait à notre échelle dans la boîte. C'est rigolo, ça permet aux gens de s'engager. Enfin, rigolo, c'est utile, ça permet aux gens de s'engager en parallèle de leur métier. Moi, je crois que ce qui se joue pour les boîtes, pour la raison qu'a mentionné Pierre-Éric, c'est comment les boîtes ne font pas juste ça, c'est-à-dire libérer du temps et dire choisis toi, collaborateur, ce que tu veux faire à côté pour t'engager, mais remettre cet engagement au sein de la boîte. C'est ce qu'elles font quand elles favorisent l'émergence de ces collectifs de collaborateurs engagés, de ces ambassadeurs RSE qui portent un certain nombre de choses. S'engager, ça peut être porter la bonne parole sur les engagements de la boîte, ça peut être le porte-parole de la formation. Nous, on le voit dans certaines entreprises. C'est des petits départements, les départements RSE aujourd'hui. Quand ils lancent une formation comme la nôtre, si tu veux que ça touche 100 000 personnes, tu as besoin de relais. Et ben, ils appellent des gens dont le métier n'est pas la RSE, mais qui sont au marketing, à la com, où tu veux, et qui avaient dit moi, je veux faire plus pour ce truc-là. Et ben, c'est des gens qui, en plus de leur métier, vont prendre une espèce de charge sur la transformation de la boîte et sur le fait de passer la bonne parole. Et je pense que les boîtes qui vont réussir sont les boîtes qui vont réussir à capter cette espèce de surengagement et à l'intégrer dans leur modèle. Toutes celles qui à côté vont dire pas de problème, je te libère du temps, on va faire ce que tu veux à côté, je pense passe à côté d'une opportunité.
Ouais, l'engagement, ça doit être des deux côtés. C'est-à-dire que l'entreprise doit donner de la disponibilité, comme ces journées, j'ai des patients qui ont ça, effectivement, où ils ont la possibilité de s'engager dans un éco-projet, leur éco-projet, mais un éco-projet que j'espère en phase être avec celui de l'entreprise, c'est-à-dire dans sa capacité à remettre au cœur les problématiques, les enjeux environnementaux. C'est-à-dire que ce qu'on appelle de nos voeux, là, Antoine et moi-même, c'est que les entreprises réfléchissent à leur core business en intégrant l'écologie, pas en faisant un truc de greenwashing, ça c'est le pire, ou un truc qu'on verra plus tard. C'est urgent pour les entreprises parce qu'elles sont existentielles, comme le dit le dernier titre de mon ouvrage, l'entreprise existentielle, parce qu'elles naissent un jour, elles vivent, mais elles peuvent mourir. Elles peuvent mourir beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Quand vous savez que le prix de l'énergie pour certaines boîtes a multiplié par 10, hein, pour certaines entreprises, comment elles font pour survivre et intégrer ça dans leur compte de résultats de façon équilibrée. Donc il est urgent pour elles, qui sont très consommatrices d'énergie, d'arrêter d'être dans le vieux modèle. Et Antoine a cité des choses très intéressantes, par exemple chez SPI. Ils ont l'habitude de travailler dans des températures élevées. Clairement, les températures élevées, c'est un impact sur la santé et les entreprises peuvent se trouver effectivement alignées juridiquement si elles mettent en péril la santé de leurs collaborateurs. Mais ce n'est pas la première fois que sur Terre, on a des pays qui vivent sous des chaleurs assez excessives et on a appris à faire avec plutôt que contre. Donc, ce n'est pas une logique réactive qui va être efficiente, c'est une logique proactive, en s'inspirant de toutes les bonnes pratiques, pour certaines plusieurs fois millénaires. Moi, je suis né il y a 56 ans dans un pays où il faisait à 1h du matin 41 degrés, donc c'est même pas à Londres puisque c'était la nuit. Ils savaient très bien gérer, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Il se trouve que c'est le Maroc. Donc, c'est des pays, dans les pays du Maghreb, où ils ont l'habitude de gérer la chaleur. Ils savent créer des zones de fraîcheur. Ils savent gérer avec parcimonie l'eau. Et on va avoir besoin de plus en plus à gérer l'eau avec parcimonie parce que les scientifiques nous annoncent qu'en 2100, si on est sur le business as usual, il fera aussi chaud à Lyon qu'à Alger. Donc on a tout de suite intérêt à préparer les plantes qui devront pousser sous ce type de chaleur, parce que les poires, les pommes, les poireaux, les pommes de terre ne pousseront plus. Donc il faut trouver des alimentations de substitution dès maintenant, parce que les hommes, autant peuvent bouger, mais les arbres, je ne suis pas encore au courant qu'ils sont capables de franchir les frontières. J'entends, on va passer aux questions. Moi, je retiens qu'il y en a probablement dans toutes nos entreprises, des éco-anxieux, qu'il faut les protéger et les aider, et que pour ça, il faut se former et s'engager, mais aussi, en fait, il faut profiter de ce potentiel qui est énorme pour l'entreprise en les interrogeant et en les orientant vers des projets qui vont agir pour la stratégie des entreprises. Merci beaucoup Antoine et Pierre-Éric, et je vais ouvrir une séance de questions-réponses. Alors, j'ai une première question. Pourquoi ça touche plus les femmes ? J'ai plus toute l'étude en tête, je l'ai remis, c'est mon histoire de sommeil, je pense. Ah non, pourquoi ça touche plus les femmes ? Moi, j'ai mis mon étude sur le sommeil, mais on est peut-être sur l'éco-anxiété de Pierre-Éric. Non, alors ça touche pas plus les femmes que les hommes, elles sont plus rapidement sur des scores élevés, c'est tout. Elles sont plus sensibles à l'éco-anxiété, mais il n'y en a pas plus ni moins que les hommes. Et le fait qu'elles dorment moins bien, faut relire l'étude, j'ai remis le lien. Merci beaucoup. Alors Antoine, tu as déjà répondu à certaines. Avez-vous des informations sur les conséquences de l'éco-anxiété sur les jeunes et leur choix d'orientation ? Y a-t-il des conséquences pour ces jeunes et arrivent-ils à se mobiliser ? À ma connaissance, il n'y a pas encore d'études suffisamment approfondies sur ça, sachant que c'est un sujet tout nouveau. La mesure qu'on a faite, ce n'est pas un sondage, c'est une mesure qu'on a faite avec un outil de diagnostic qui est un outil qui a été créé par des scientifiques australo-néo-zélandais, l'équipe de Hogg et Ali. Aujourd'hui, on est au balbutiement, au tout démarrage de tout ce qui concerne la notion d'éco-anxiété. On est les premiers à avoir chiffré le nombre d'éco-anxieux en France avec cette petite précision que ce sont des éco-anxieux en situation de devoir consulter un thérapeute, donc qui sont en risque de santé mentale, mais c'est encore une grande inconnue ce qui se passe sur l'éco-anxiété en France. Et ça montre d'ailleurs qu'on a du retard, puisque s'ils sont 2,5 millions à être en situation de devoir consulter un psychothérapeute, c'est que tous ceux qui sont éco-lucides, éco-conscients, qu'on pourrait appeler aussi éco-clairvoyants, en amont, on ne sait pas combien ils sont, en fait. Et on ne sait pas si ça débouche systématiquement sur un impact de santé mentale. Donc nous, on s'est focalisé sur les urgences, c'est-à-dire les éco-anxieux qui nécessitent
une prise en charge de santé mentale. Mais c'est quand même 5% de l'effectif français, donc forcément de l'effectif des entreprises. Et il y a peut-être des entreprises qui sont encore plus nombreux parce que le sujet, je ne sais pas, si on travaille chez un grand pétrolier, peut-être qu'ils sont beaucoup plus éco-anxieux si ils sont impactés par le sujet du pétrole. Mais peut-être qu'ils sont moins si au niveau du recrutement, ils ont fait attention d'écarter les éco-anxieux pour prendre que des échos, comme on l'a dit certains dans le chat, des échos qui s'en foutent, je ne sais pas comment c'est si on n'a pas des échos indifférents. Merci Charlotte. Si on n'a pas de chiffres sur l'orientation, moi je peux juste vous donner un ressenti pour passer pas mal de temps avec les gens qui sortent d'école aujourd'hui et qui ont beaucoup pris la parole. Alors beaucoup dans des écoles perçues comme de l'élite, hein, on l'a vu sur Agro, on l'a vu sur Polytechnique, on l'a vu sur HEC, le SCP a fait un discours, l'EDEC a fait un discours. Il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Pour fréquenter ces gens-là, pour les voir, pour machin, c'est pas des gens qui derrière disent bon bah c'était sympa ce discours, mais je me prends un job dans une boîte qui détruit la planète. Donc je dis pas que l'intégralité d'une promo de ces écoles-là est en train de shifter la main sur le levier de frein, mais il se passe quand même quelque chose et quand on va pouvoir le mesurer, il est probable qu'on puisse le faire. L'autre truc qui est intéressant à noter sur le rapport à l'écologie de manière générale, c'est à quel point la France, moi pour avoir un peu regardé d'autres pays en Europe et pour commencer à regarder plus loin, est un écosystème vibrionnant sur le sujet. On a parlé de Carbone 4, on a parlé du Shift, il y a plein d'ONG, il y a plein d'assauts, la Fresque est née ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là où on pouvait regarder les grandes transfos du monde de l'entreprise, notamment la transfo digitale, la précédente, en allant regarder aux États-Unis, en se disant ils ont peut-être un peu d'avance, et bien là, on ne peut pas trop. Là, il est probable que ce qui se joue en France soit un peu le début de quelque chose. Je ne sais pas si ça va se répéter partout dans le monde, mais on n'a pas de. Voilà, c'est pas la répétition avec 50 décalages d'une espèce de transformation du monde de l'entreprise qu'on aurait pu voir ailleurs. Alors, pour abonder de ce que vient de dire Antoine, la France a été classée comme le 4e pays le plus écolo par un organisme qui s'appelle le MIT. Alors, ça ne va pas confondre avec la célèbre université du Massachusetts. Donc, on est derrière l'Islande et 2 pays scandinaves quand même, parce qu'on a quand même des organes institutionnels comme l'ADEME et aussi privés que tu as cités comme le Shift Project ou Carbone 4 qui nous sensibilisent beaucoup à ces choses-là. Mais clairement, c'est pas parce qu'on est 4e qu'on est dans le bon timing par rapport aux problèmes environnementaux. Hein. Mais ça veut dire qu'on a quand même des ressources et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de se dire si le diagnostic est juste ou faux. Il est juste. Maintenant, on le sait. C'est de se dire quel va être le pronostic d'évolution. Un peu comme avec des cancéreux. C'est-à-dire que si vous vous battez contre le diagnostic, vous perdez une énergie très précieuse pour lutter contre le pronostic. C'est-à-dire se dire, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment se battre pour que nos résiliences soient positives et basées sur des archipels. C'est-à-dire qu'on ne va pas être résilient de la même manière dans le sud de la France que dans le nord de la France, clairement. Hein, puisqu'on l'a compris, si Lyon devient aussi chaud qu'Alger, ça ne sera pas la même que si c'est Abbeville, par exemple, ou dans le nord de la France, qui va devenir plutôt un climat méditerranéen, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, les résiliences ne vont pas être les mêmes. Vont pas être les mêmes aussi en fonction des catégories de population. Donc c'est très important de faire une introspection sur ce qu'on a comme ressources, aussi bien individuelles, entreprises, que sociétales. Et ça, ce que je viens de dire, c'est une ressource sociétale, hein, le fait qu'on soit 4e pays plus vert au monde. Ça veut dire qu'on a quand même des choses à disposition qu'on peut mobiliser dans le travail de nos résiliences et qu'on peut mobiliser sur nos éco-projets individuels ou collectifs dans les entreprises. Il y a ça résonne avec 2 questions sur la relation entre le sens dans le travail et l'éco-anxiété. Il y a Colombe qui demande est-ce qu'on peut expliquer cette intensification massive de la perte de sens professionnel par une médiatisation plus importante du sujet du climat. Est-ce que les 2 sont liés finalement? Alors clairement, moi je le vois auprès de mes patients éco-anxieux, hein, ils viennent surtout me voir parce que le sens de la vie, plus que le sens du travail, ne fait plus sens, si j'ose dire. Hein. Dans une société extra-consumériste qui fait tout le contraire de ce que disent les rapports du GIEC depuis 50 ans, ils sont perdus. Hein. Ils sont perdus du message contradictoire. Hein, alors qu'on est le 4e pays le plus vert au monde, ce qui montre bien qu'on n'est pas encore au top. Antoine ne me contredira pas. Et deuxièmement, évidemment, quand ils sont chez un employeur, mais c'était ce que disait Héloïse, si je me souviens bien, qui va à l'envers de ce qu'il annonce et qui fait donc du greenwashing et qui va à l'envers des valeurs environnementales des personnes, clairement, il y a un conflit de sens, ce qu'on appelle un conflit noétique dans notre jargon. Et là, il y a 2 façons
de changer. C'est soit changer d'environnement ou soit changer l'environnement. C'est-à-dire contribuer en interne à faire en sorte que l'entreprise change ses messages contre-productifs. Hein, si on a un haut niveau de fonction, si on a un niveau de fonction plutôt moins élevé, on a plutôt intérêt à changer d'environnement et aller voir une entreprise qui correspond mieux à ses valeurs, ça ira plus vite. Parce que changer un système de l'intérieur, c'est très très long. Et sur le rôle des médias, qui est un sujet, moi, qui me tient à cœur, médias, ou même on peut peut-être presque compter là-dedans en réalité. Hein. Tu vois, on en parle, on fait partie du... En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un gros méta-problème d'habitabilité de la planète, quoi. Donc, on ne peut pas simplement regarder le sujet des troubles psychologiques que ça génère en disant « essayons de faire en sorte que ça en génère moins », ou là, peut-être que ne pas en parler serait une solution, hein. Certes, mais enfin, je veux dire, il y a quand même le gros problème du départ à régler. Donc, faisons-le avec le moins de souffrance psychologique possible, mais en même temps, il faut s'y mettre. C'est pour ça que moi, en rebond sur une des questions qui était comment parler de notre engagement sans antagoniser les échos indifférents, ben, vous savez quoi? Vous allez peut-être les antagoniser un peu. Enfin, quand vous commencez à dire que vous prenez plus l'avion, vous faites plus telle chose, enfin, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui vont se sentir mal à l'aise parce qu'ils vont avoir l'impression que vous projetez quelque chose sur eux, mais à nouveau, on a un taf, quoi. Mon sujet n'est pas uniquement que ça se passe bien à la machine à café quand quelqu'un qui veut traduire son engagement le fait. Ouais, bah ouais, peut-être que ça va frotter un peu. Et je pense qu'il faut qu'on accepte aussi de vivre avec une partie de ça. Oui, clairement, parce que là, si je puis rebondir sur ce que vient de dire Antoine, on n'est pas dans les problèmes de santé mentale, on pouvait encore, surtout, je l'ai entendu, mais des centaines de fois dans mes interventions de préventeur en santé mentale, on pouvait dire ou se laisser croire ou abuser par la croyance que ben, ceux qui font un burn-out, c'est qu'ils sont un peu fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? Sous-entendu, on médicalise le problème, comme ça on se débarrasse de sa responsabilité en tant qu'employeur. Là, avec les histoires de climat, c'est terminé. On ne peut plus faire ça. La cause, elle est réelle et sérieuse, elle est documentée. Donc si on contribue avec des externalités négatives à aggraver les problèmes de climat, c'est clair que les salariés vont partir en courant. On pourra plus se dire, c'est parce qu'ils sont éco-anxieux, ils sont fragiles, ces pauvres petits chéris. Parce que les éco-anxieux, ils ont raison. La cause, elle est rationnellement démontrée. Ça, on ne peut pas se protéger derrière le « ils sont fragiles, laissons-les partir ». Parce que ça va être non plus 5%. Il faut savoir que les psychosociologues disent un truc très important. Ils disent qu'à partir de 10%, des valeurs peuvent devenir dominantes dans une société. Ouais, donc, dès qu'il y aura 10% d'éco-anxieux dans les entreprises, ça va mal se passer pour les employeurs qui laisseront croire que l'éco-anxiété, c'est un truc de jeunes en crise d'adolescence, quoi, vous voyez. Il y a deux nouvelles questions, Pascal et Coralie, autour de la prise en charge de l'éco-anxiété de manière plutôt individuelle. Je vais répondre pour notre part chez Mocha.care et puis ensuite je te laisserai la parole peut-être Pierre-Éric. Mais donc oui, il y a des leviers et des outils. On en utilise deux. Que sont les séances individuelles avec des praticiens. Nous recommandons dans les entreprises dans lesquelles on intervient le bon praticien pour chacun d'entre vous, de ceux qui ont besoin de consulter. Donc, on va, selon votre problématique et selon vos objectifs, vous matcher, je vais dire ça comme ça, avec le bon praticien pour vous. Ce sont des séances qui sont faites en toute anonymité par rapport à son employeur, mais qui sont financées par l'employeur. Et la deuxième façon dont on investit un peu ce sujet-là, c'est plutôt de manière collective, parce que comme Antoine et Pierre-Éric l'ont très justement dit, c'est un sujet sur lequel les collaborateurs sont contents de discuter entre eux. Donc, on anime des sessions qui sont présentées par des praticiens, donc des psychologues, des coachs ou des thérapeutes autour de ce sujet dans l'entreprise et notamment de ses conséquences sur l'anxiété de chacun. Mais Pierre-Éric, peut-être tu as une je vais avoir une réponse de préventeur et de psychothérapeute. Alors, en tant que préventeur, on a 3 niveaux d'action sur la santé au travail. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est de supprimer la cause des troubles mentaux. En entreprise, on pourrait se cacher derrière son petit doigt en disant « je ne peux pas supprimer la cause du climat ». Par contre, moi, je leur rétorque, oui, bien sûr, mais si vous contribuez à aggraver les problèmes du climat, vous êtes dans une logique de prévention primaire et c'est celle-là qu'il faut supprimer. Arrêtez de faire du greenwashing et prenez honnêtement le taureau par les cornes et arrêtez de faire des externalités négatives. Et il faut signaler que les entreprises ont le courage de le faire. Je vais vous citer un cas, celui de la CAMIF, qui est dirigée par
Emery Jacquia, qui a préfacé mon dernier livre d'ailleurs. Il est aussi président des entreprises de la communauté des entreprises à mission. Il a décidé, il y a 5 ans, de boycotter le Black Friday. Ça lui a coûté 5% de son chiffre d'affaires, directement, en une journée. Et ses actionnaires lui ont dit non mais là ok, on aimait bien vos idées greenwashing machin truc, mais là maintenant que vous êtes dans l'action, ça nous fout un peu les glandes si j'ose dire. Et en fait il a fait un truc très malin. Il a dit d'accord, j'entends, mais je vais d'abord demander les choses à mes clients. Qu'est-ce qu'ils en pensent que je boycotte le Black Friday? Et tous les clients étaient à 90% unanimes, il faut continuer. Et donc ils ont surcommandé derrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus de commandes que d'habitude, une fois que le Black Friday était passé. Donc, vous voyez, ça, c'est une action de prévention primaire, mais il faut avoir du courage, pour ne pas dire un autre mot plus vulgaire, pour le faire. Parce que là, on supprime du chiffre d'affaires et on s'expose, finalement, à avoir quand même une petite tance de ses actionnaires. Mais là, il a gagné la partie en action de prévention primaire. Du coup, je continue à décliner prévention secondaire quand on ne peut pas supprimer la cause. On fait de l'action de prévention secondaire. Ça passe par de la formation, comme Charlotte et Antoine l'ont dit, des ateliers de discussion en petits groupes sur, par exemple, être créatif et trouver des solutions pour changer le business model de l'intérieur avec les salariés, puisque si l'entreprise périclite, c'est leur emploi aussi qui périclite. Donc là, on est dans un deal gagnant-gagnant si on fonctionne ensemble. Et enfin, dernier point, quand on est affecté, comme je le signalais tout à l'heure, avec des cas assez important sur la santé mentale, là, il y a du suivi psychologique qui est possible, et comme le fait Moka Care, ou comme je le fais moi en tant que psychothérapeute, c'est de prendre les gens individuellement en charge pour qu'ils puissent retourner au travail. Parce que tout ça, c'est de la responsabilité de l'employeur que de ne pas obérer, abîmer la santé de leurs collaborateurs avec ces sujets climatiques, environnementaux. Merci beaucoup. Antoine, j'espère que tu n'avais rien à rajouter. Vous faites un merveilleux duo. Moi, j'ai encore appris plein de choses. Je retiens 4 choses. Des éco-anxieux, il y en a dans toutes les entreprises. C'est une source de richesse pour l'entreprise. On forme et on s'engage pour les aider et nous aider tous ensemble. Je vous remercie infiniment, Antoine et Pierre-Éric, et je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Au revoir à tous. Merci beaucoup.